Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus et on va regarder un nouvel épisode d'une série qu'on vous propose aujourd'hui en partenariat avec EZ France. Et au programme aujourd'hui justement, quelqu'un dans la famille d'Elias a été victime de cyberintimidation. Mais qui était donc le cyberharceleur? On découvre ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, elle s'appelle Lisa de Bernard. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver, votre chronique aujourd'hui. On va parler de Apple qui veut lutter contre les images explicites par message. On en parle dans un instant et puis on va parler aussi avec vous Lisa dans un instant de deux sujets au programme de cette émission et en première partie en 2025. D'abord, l'Europe pourrait franchir un cap historique dans le domaine spatial avec les premiers tests d'une fusée réutilisable made in France. Et oui, ça existe. Le CNES, notre NASA française, travaille actuellement sur un projet audacieux qui pourrait bien rivaliser avec les avancées de SpaceX en matière de fusées réutilisables. On voit ça dans un instant. Et puis en deuxième partie d'émission, une nouvelle étape vient d'être franchie aussi dans la protection des mineurs face au contenu pornographique en ligne. L'Arcom, c'est différent, a récemment validé une solution controversée, la vérification de l'âge par carte bancaire. Une méthode qui soulève néanmoins des questions, notamment de sécurité, de confidentialité et d'efficacité. On en parle tout de suite, juste après le focus. En partenariat avec EZ France, on découvre aujourd'hui un deuxième épisode de cette série au sujet de la cybersécurité sur Internet. On découvre ça tout de suite.
Allez, autre chose à présent. La conquête spatiale européenne s'apprête à prendre un tout nouveau tournant avec le projet Frog, une fusée expérimentale développée par le CNES pour tester des fusées réutilisables. Inspiré par le succès, vous vous en doutez, de SpaceX aux États-Unis, ce projet pourrait bien révolutionner les futures missions spatiales en Europe. Alors où en est-on justement dans cette course technologique et que représente ce projet pour notre avenir et notre industrie spatiale? On en parle tout de suite avec Lisa dans la première partie du talk. Lisa, on ne peut pas commencer à parler de ce sujet sans parler du CNES, qui c'est vrai, est souvent décrit comme la NASA française. On va donc commencer, si vous le voulez bien avec vous, par poser les bases. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer quelles sont les principales missions du CNES et comment il a contribué quelque part aux avancées spatiales aussi, notamment en France et en Europe, depuis sa création en 1961? Écoutez, vous m'avez presque tout spoilé finalement. C'est pas vrai. C'est vrai, puisque j'allais vous dire effectivement que le CNES, c'était un petit peu l'équivalent de la NASA en Europe et en France. Alors pour ce qui est des missions, ce que je peux vous dire, c'est que c'est essentiellement des missions d'observation et puis de coopération internationale, puisque contrairement à d'autres pays comme les États-Unis, en fait, on travaille beaucoup en coopération effectivement avec d'autres pays et notamment l'ESA, l'Agence spatiale européenne, puisqu'on a des budgets bien inférieurs aux États-Unis pour tout ce qui est du domaine du spatial. Malgré tout, on essaie justement de rentrer dans cette course, c'est au programme de cette émission. Est-ce que vous voulez bien aussi nous expliquer, nous présenter pourquoi l'Europe, via le CNES, via l'ESA notamment, se tourne aujourd'hui vers des fusées réutilisables comme le fait SpaceX depuis quelques années déjà? Eh bien, déjà, je pense qu'il faut remettre un petit peu dans le contexte de ce qu'est une fusée classique et donc ce qu'est une fusée réutilisable. Donc, une fusée classique, en fait, elle est composée de plusieurs éléments, c'est-à-dire des étages qui, peu à peu, durant le lancement, en fait, vont être largués pour rendre plus léger, en fait, la capsule ou bien le satellite qui est envoyé en orbite ou sur une planète comme Mars ou sur la Lune, voilà. Et donc, peu à peu, en fait, ces éléments sont lâchés dans la nature. Aujourd'hui, en fait, avec une fusée réutilisable, le but, c'est que ces fameux étages, en fait, redescendent en douceur, j'ai envie de dire, sur Terre, de sorte qu'on puisse, vous vous en doutez, les réutiliser. Et donc, ça impliquera, en fait, d'avoir des réductions de coûts, ça a aussi un impact environnemental, et puis ça permettra aussi d'augmenter le nombre de missions qu'on pourra refaire avec ces fameux étages en fait, qui ne seront pas perdus dans la nature. Ça, c'est la vraie révolution de SpaceX. C'est ce qu'a apporté Elon Musk au domaine spatial qui était complètement différent par rapport aux années précédentes. Alors, c'est pas propre à SpaceX. En fait, SpaceX a, on va dire, un petit peu accéléré les choses, mais pour ce qui est en fait du domaine des fusées réutilisables, en fait, les premiers lancements ont été faits aux États-Unis dans les années 1960. En tout cas, les premiers projets ont été lancés dans les années 1960. Et puis, le premier vol a eu lieu en 1981. Ça a été une réussite. Il y en a eu plusieurs après. C'était avec Space Shuttle. C'était le nom du projet. Et puis, en fait, Elon Musk est arrivé un peu plus tardivement, il faut le dire quand même, sur ces sujets-là, plutôt aux alentours de l'année 2016. Et donc, de là, en fait, ça a engendrer plutôt une accélération, puisqu'en fait, avec le format de start-up de SpaceX, contrairement à des agences comme la NASA ou le CNES aujourd'hui, qui ont des processus un petit peu plus longs dans la fabrication de leurs projets, en fait, le format start-up permet d'aller beaucoup plus vite, de tester plein de choses, voilà. Ça, c'est sûr que ça change tout, quel que soit le domaine, et encore plus, j'imagine, dans le domaine de l'aérospatial. La France, donc, va tester une petite fusée en 2025, parce que c'est vrai, quand on pense aux fusées, et notamment à notre enfance, on pensait à ces fusées qui allaient notamment sur la Lune, qui étaient immensissimes. Là, maintenant, on est sur une petite fusée 2025, dans le cadre de ce projet qui s'appelle Frog. Pour nos téléspectateurs et nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce projet, en quoi il est différent aujourd'hui des fusées traditionnelles qu'on a pu voir jusqu'à présent, à part sa taille? Alors, déjà sa taille, et je pense que c'est quand même important de donner des chiffres pour se rendre compte un petit peu de la différence. Le projet Frog aujourd'hui, en tout cas le projet Frog H, qui est donc celui qu'on a actuellement, parce qu'il y en a eu des versions antérieures, le projet Frog T, voilà. Aujourd'hui, le projet Frog H, donc, qui va être lancé en 2025 dans l'espace, c'est une fusée de 3,60 m, donc finalement c'est pas très grand pour 100 kg, alors que par exemple si on prend la fusée Ariane 5, on est plutôt aux alentours de 50 mètres de haut et 780 tonnes, donc c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, donc j'ai perdu votre question parce que je vous ai donné tout le contexte, mais finalement... Mais c'est déjà pas mal du tout. Effectivement, c'était en quoi ce projet il est différent, donc vous avez expliqué la taille, le poids. Exactement, et donc la grande différence c'est que justement, de par sa petite taille, en fait Frog c'est surtout un projet qui permet d'expérimenter
d'expérimenter, d'agréger tout un tas de connaissances, notamment autour de tout ce qui va être les algorithmes de guidage, les algorithmes de guidage automatique. Et voilà, c'est l'essentiel. Contrôler les fusées réutilisables, augmenter aussi leur potentiel de navigation. Ces technologies, elles sont cruciales pour l'avenir des fusées. Comment elles permettent de rendre ces lancements spatiaux plus rentables? Ce que je comprends aussi avec cette petite fusée, c'est justement on limite aussi l'impact écologique si jamais ça ne fonctionne pas. On teste, jusqu'à ce que potentiellement cette technologie, ces algorithmes deviennent si performants qu'ils puissent être utilisés sur des fusées. C'est ça, plus importante. Et puis surtout, en fait, ces algorithmes de guidage automatique, l'intérêt, en fait, c'est qu'ils vont venir renforcer la sécurité des lancements, notamment sur des questions de trajectoire, sur des questions d'adaptation des moteurs en temps réel, puisque comme je le disais, en fait, les fusées larguent progressivement des étages, ce qui modifie forcément le poids de la fusée et donc peut avoir une incidence sur les trajectoires et la force dont les moteurs ont besoin pour propulser la capsule. Et donc, voilà, ça va permettre, entre autres, effectivement, de sécuriser et d'avoir une plus grande efficacité. Le projet Frog, malgré tout, c'est pas nouveau. On en parle aujourd'hui, mais c'est un programme qui a démarré en 2017, qui a évolué aussi de manière très progressive. Quelles ont été les différentes étapes de ce développement, Lisa? Eh bien, les premières étapes, en fait, donc en 2017, quand ça a été lancé, c'était des toutes petites expériences de vol pour travailler sur les capacités de propulsion et de guidage des futurs projets Frog. Ce qui a amené, comme je le disais, donc on a eu Frog T en 2023 avec un premier lancement qui pour le coup n'est pas allé bien haut, seulement à 30 mètres d'altitude. Et puis on en arrive à ce qu'on a aujourd'hui, donc Frog H qui va entrer dans l'atmosphère au début 2025. On est d'accord, il n'y a pas d'humain dans cette... elle fait 3 mètres de hauteur, mais bon. Oui, mais ce n'est pas l'objectif pour l'instant, puisque c'est vraiment d'agréger des données pour pouvoir justement après travailler sur des projets plus grands, notamment les projets Thémis et Callisto, qui, pour le coup, eux, engagent plutôt des plus grandes fusées, des vols commerciaux, et qui pourront embarquer des satellites ou des cargaisons plus lourdes. Bon, donc on n'est pas tout à fait prêt encore de remarcher sur la Lune avec une fusée comme celle-ci, mais... C'est ce vers quoi on tend? Alors, avec une fusée réutilisable, oui, c'est l'objectif. Ouais. Après, si on parle à proprement parler d'envoyer un homme prochainement sur la Lune ou même sur Mars, il y a bien des projets qui sont en place et pour le coup, en coopération avec la NASA, notamment avec le projet Artemis, dont l'objectif est dans les décennies à venir de renvoyer un homme ou une femme sur la Lune. Bon, on se donne rendez-vous dans 10 ans pour que vous veniez nous en reparler. Le rendez-vous est pris. Bon, on continue à parler de tout ça et vous allez voir de l'actualité tech un peu partout dans le monde dans un instant. D'abord, on fait un petit tour justement de cette planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martino.はい、こちら黄色のですね、レバーを手前に引いていただきます。で、黒のレバーを持っていただきまして、引き出していただきます。で、座席ですね、折りたたみになってますので、これ上げていただく。で、これテーブルがですね、ちょっと当たっちゃいますので、一回上げていただきまして、はい、戻していただくことで、これフラットに、することができます。反対側も同じようにすることでですね、足を伸ばしていただいたりとか、そういった風にですね、ご利用いただけることができます。
me what the fuck. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre chroniqueuse aujourd'hui, experte Lisa de Bernard. Et bien justement, Lisa, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à votre chronique. Lisa, vous avez une idée derrière la tech aujourd'hui au programme Apple qui fait un nouveau pas en avant pour protéger ses utilisateurs, les plus jeunes notamment, contre les images explicites reçues dans son application Message. Un système a été mis en place pour bloquer automatiquement ces images lorsqu'elles arrivent directement sur l'appareil. Comment ça fonctionne ? Eh bien, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que cette nouvelle fonctionnalité philippine, elle s'efforce de répondre à des risques bien réels, puisqu'une étude anglaise menée par NetAware en 2023 a révélé que 31% des adolescents avaient déjà reçu des contenus textuels avec des images explicites non sollicitées. En intégrant du coup ce filtre à message, Apple utilise l'intelligence artificielle pour détecter automatiquement les contenus sexuellement explicites. Concrètement, si un utilisateur reçoit une image à caractère sensible, elle devrait apparaître floue et accompagnée d'un avertissement. Ça veut dire que les utilisateurs ils vont pouvoir d'ailleurs décider de signaler ce contenu à Apple, c'est ça ? Exactement. Et auquel cas, le nom et d'autres informations concernant l'utilisateur, mais également des données sur l'expéditeur seront inclus dans un rapport que des examinateurs d'Apple prendront, dont des examinateurs Apple prendront ensuite connaissance et ils décideront du coup ou non de transmettre ce document à la police. Alors, pour qu'un jeune ou même un adulte d'ailleurs puisse recevoir une alerte, ça signifie qu'Apple analyse chacune des images envoyées ? Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, la réponse est non. Apple a trouvé en fait une manière de procéder sans compromettre la confidentialité des utilisateurs. Tout le traitement se fait directement sur l'appareil, en local. Aucune image n'est donc envoyée au serveur d'Apple. Un choix technologique qui permet justement de préserver l'intégrité des données privées, un enjeu qui est tout particulièrement sensible. Ça, c'est sûr. Si malgré tout, un jeune insiste pour ouvrir l'image, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la psychologie des jeunes a vraiment été prise en compte dans cette fonctionnalité. Si un adolescent choisit de voir l'image malgré l'alerte, une deuxième mise en garde lui est envoyée pour lui rappeler le caractère explicite du contenu et ses potentiels risques, dans le but, bien évidemment, de le dissuader. En revanche, si la situation les dépasse, ils peuvent alerter un parent grâce à un système de notification automatique. Et puis d'ailleurs, en parlant des parents, eux aussi peuvent mettre en place une certaine option qui leur permet de les informer lorsque leur enfant décide justement d'ouvrir une image explicite. Malgré tout, Lisa, est-ce que ce système de filtre, il suffit réellement ? Est-ce que les experts sont convaincus de son efficacité ? Non, pas totalement. Même s'ils saluent l'initiative d'Apple, certains experts estiment que ce n'est qu'un premier pas. En revanche, Apple n'est pas la seule entreprise à prendre ces mesures. D'autres géants comme Google ou encore Meta explorent également des solutions similaires. Le défi est de trouver une balance entre la protection, l'éternel respect de la vie privée et une technologie suffisamment évolutive pour ne pas être contournée. Pour conclure sur Apple, Lisa, sachez que cette nouvelle fonctionnalité est pour l'instant disponible uniquement en Australie, mais elle devrait être rapidement étendue au reste du monde. Et on suivra ça avec vous, Lisa, bien sûr. Merci beaucoup pour cette chronique et on continue d'échanger ensemble tout de suite dans la deuxième partie du talk.
Dans cette deuxième partie d'émission, donc, on va parler d'un autre sujet, celui de limiter l'accès des mineurs aux sites pornographiques en ligne. Voilà un défi auquel l'Arcom vient tenter de répondre avec le contrôle par carte bancaire. Et bien qu'elle ne soit pas considérée comme la solution idéale, et on va essayer de comprendre pourquoi dans un instant, cette méthode est malgré tout déployée pour combler une urgence dans la protection des mineurs. Lisa, et on va en parler avec vous, parce que pour commencer, il faut peut-être expliquer brièvement la mesure justement dont on parle, qui a été mise en place donc par l'Arcom pour limiter l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Eh bien, ce qui a été du moins recommandé par l'Arcom, c'est de mettre en place un système de vérification par carte bancaire. Alors, je m'explique. Bon, globalement, on sait tous que quand aujourd'hui on va sur un site pornographique, on se retrouve face à une boîte de dialogue qui va vous demander si vous avez plus de 18 ans avec une réponse oui ou non. Vous répondez oui, vous entrez sur le site. Donc globalement, un mineur aujourd'hui, s'il a envie de décider, d'appuyer sur oui, il peut tout à fait rentrer sur un site pornographique. Tout en sachant que, donc, si on remet un petit peu de contexte, en fait, c'est en 2020 qu'on a eu les premières lois qui ont été mises en place justement pour encadrer les sites pornographiques et pour les forcer à renforcer la sécurité autour des mineurs. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on propose, comme je disais, c'était de mettre la carte bancaire pour empêcher les mineurs de rentrer sur ces sites, en sachant l'idée, c'est pas seulement de rentrer les informations de la carte bancaire, ça sera aussi de générer une fausse demande de paiement pour justement pouvoir la valider, puisque s'il s'agit juste de rentrer les informations, finalement, tout le monde peut le faire. Sauf que, qu'on comprenne bien, cette demande de paiement, elle est envoyée du coup aux parents parce que l'enfant est mineur et que c'est lié à sa carte bancaire. Pourquoi la carte bancaire, justement? Alors, pourquoi la carte bancaire? Parce que, a priori, et je dis bien a priori, les mineurs ne sont pas en possession d'une carte bancaire et donc ça serait celle des parents qui serait utilisée. Je dis bien a priori, parce que dans la réalité, voilà, un enfant peut avoir une carte bancaire à partir de 10 ans. Donc, ça pose problème. Comment l'Arcom, qui est donc une autorité issue de la fusion entre le CSA et Adopi, est-elle arrivée justement à cette décision qui, on comprend, et on va continuer à en parler avec vous, fait débat? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, en fait, on a eu des consultations donc, à la suite de cette première loi en 2020. Et puis surtout, on a eu de nouvelles lignes directrices qui ont été données en 2023 dans le but de trouver justement une nouvelle solution qui soit plus efficace. De là, donc, il y a eu ces fameuses consultations qui ont permis de mettre en lumière et de comprendre quelles étaient les meilleures pratiques et celles qui étaient déjà en usage peut-être ailleurs, tout en sachant que la question de la carte bancaire, ça a déjà été mis sur la table justement en 2022, donc juste avant que ces lignes directrices aient été données. Et c'est le site Jackie et Michel qui avait mis en place justement... C'est pornographique. Voilà, exactement. Qui avait proposé justement de mettre en place la carte bancaire pour pouvoir limiter l'accès des mineurs à leur site. Bon, ça avait été plus ou moins retenu, mais comme effectivement le sujet divise, finalement ça avait été un peu mis à la trappe. Et puis aujourd'hui, finalement, ça ressort. Voilà. On a l'impression qu'il y a, malgré tout, parce que ça fait des années, on parle de ce sujet-là, de la pornographie, mais il y a plein d'autres sites qui sont interdits ou pas recommandés aux mineurs aujourd'hui. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution sur ces vérifications d'identité. Et que donc le débat se fait continuer, et vous nous montrez d'ailleurs les limites de ce contrôle d'âge par le biais de la carte bancaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un autre moyen? On comprend que c'est une première étape décidée dans l'urgence par l'Arcom. Est-ce qu'aujourd'hui, on a d'autres moyens justement de contrôler l'âge des enfants? Alors c'est extrêmement compliqué et c'est tout le nœud du projet. Hein. Il y a eu de nombreux coups d'épée dans l'eau en proposant des solutions alternatives. Ce qui a été éventuellement évoqué, mais qui demande en fait une infrastructure technique assez importante, contrairement à la carte bancaire, puisque la plupart des sites sont déjà équipés et qu'en plus ils peuvent faire appel à des tiers de confiance qui, eux, maîtrisent déjà les solutions de paiement. Oui. On a la proposition qui a été faite de la mise en place d'un double anonymat. Alors, le double anonymat, c'est quoi? En fait, ça serait une sorte de certificat qui serait généré justement par un tiers de confiance pour un certificat de majorité, donc pour prouver que l'utilisateur qui entre sur le site est bien dans l'âge légal. Comment ça fonctionnerait? En fait, on aurait donc le site pornographique qui enverrait une requête à un site dont il ne connaît pas l'identité pour demander donc une preuve de certificat de majorité. Ouais. Ça peut être, par exemple, je sais pas, votre opérateur téléphonique qui aurait cette information et qui renvoie, du coup, la requête au site pornographique en sachant que ce tiers de confiance, c'est compliqué, lui aussi n'a pas connaissance de à qui il renverrait cette information. D'accord.
Donc ça permettrait en fait un peu d'anonymiser, parce que c'est là toute la question et tout le nœud du problème, encore une fois, c'est que on a un gros problème sur l'anonymisation des données, puisqu'en fait les personnes qui vont sur les sites pornographiques n'ont pas forcément envie de devoir justifier de leur identité pour pouvoir y entrer. Ce sujet-là, il fait partie aussi, et vous nous en parlez régulièrement, Lisa, du DSA, le Digital Services Act, qui impose des règles spécifiques aux plateformes numériques. Vous nous avez parlé avec le site Jackie et Michel, donc le site pornographique, qui est allé, de ce que je comprends, à l'initiative. C'est à leur initiative que ce sujet de reconnaissance de l'âge des enfants, pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est pas tellement à leur initiative. Ça existe déjà dans d'autres pays. Par exemple, le Royaume-Uni avait déjà tenté de mettre ça en place. C'est juste que, on va dire qu'ils ont été un peu précurseurs. Ils ont fait la proposition aux instances. Ils ont voulu le tester. Après, je pense que c'était déjà dans les lignes de certains projets. Enfin, ils n'ont pas fait émerger l'idée, en tout cas. C'est vrai que c'était plutôt une évidence, effectivement, et depuis quelques années. Mais comment ce DSA, il pourrait justement apporter des solutions supplémentaires pour protéger les mineurs des contenus qui sont inappropriés sur toutes les plateformes? On parle aujourd'hui de la pornographie parce que c'est le sujet de l'actualité, mais quelque part, elles sont responsables d'autres contenus. Alors l'idée, c'est qu'avec le DSA, effectivement, on a un renforcement du contrôle de toutes les plateformes de manière générale. Et puis surtout, on a une modération qui est beaucoup plus stricte. Donc finalement, ça s'applique aussi aux plateformes pornographiques. Et puis surtout, ça permettra d'uniformiser en fait les pratiques et donc, encore une fois, de pouvoir les appliquer, y compris aux plateformes de pornographie. Parce que ce que je comprends aussi, c'est que le réseau social X, anciennement Twitter, va ou pourrait en tout cas bien être concerné par ces nouvelles règles de contrôle d'âge. Exactement, dans la mesure où, avant l'arrivée d'Elon Musk, il y avait déjà la possibilité de publier des contenus pour adultes sur X. Néanmoins, avec l'arrivée de Elon Musk à la tête de l'entreprise, on le sait, la modération clairement devenu plus flou, plus souple. Donc, il y a beaucoup de contenus du coup, qui ont commencé à émerger à son arrivée. Et donc, avec le DSA, X devra notamment renforcer ces mécanismes pour contrôler l'âge de ses utilisateurs. Ça pourrait s'appliquer aussi à toutes les autres plateformes, les réseaux sociaux. On a parlé très récemment avec vous dans cette émission, avec Alexandre Azria aussi, de WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Est-ce que potentiellement à terme, cette décision pourrait s'appliquer à toutes les plateformes? Alors a priori, toutes les plateformes en tout cas qui sont concernées par le DSA. Puisque, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il faut avoir un certain nombre d'utilisateurs actifs pour pouvoir être concernés par le DSA. D'accord. Donc potentiellement, j'imagine que WhatsApp, Instagram, oui, puisque ça fait partie du groupe Meta, donc ça agrège tout un tas d'utilisateurs. Mais il restera toujours un flou juridique pour des plateformes qui sont en dessous de ces nombres d'utilisateurs actifs. Il y a encore un peu de boulot, donc. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir participé à cette émission avec moi. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine et les suivantes pour en parler. On se retrouve, comme tous les jours, dès demain et toujours dès 12h30, toujours sur School TV. Et d'ici là, passez une très bonne journée. À bientôt. Thank you.